Bonsoir Nicolas Franck. Bonsoir. Donc cette troisième table ronde intitulée Le rétablissement en santé mentale. Nous accueillons donc par visioconférence le professeur Nicolas Franck, professeur des universités en psychiatrie au centre hospitalier Le Vinatier à Lyon et actuellement chef du pôle Centre Rive Gauche. Vous êtes également président du conseil scientifique et pédagogique de PSSM France. Et enfin, je le souligne parce qu'on a eu l'occasion d'échanger avant-hier, vous êtes également l'auteur d'un ouvrage passionnant, j'ai commencé à le lire ce matin dans le train, qui intitulé Covid-19 et détresse psychologique chez Odile Jacob, publié, vous m'avez dit, quelques semaines après le début du confinement. Et je ne suis pas votre chargé de presse, mais vraiment, je recommande à toutes et tous de parcourir et de lire cet ouvrage. C'est vraiment fascinant. Alors, sans plus attendre, puisque à la fois on s'excuse pour le retard pris, et on vous remercie pour votre patience et votre indulgence, je vous cède tout de suite la parole sur la question du rétablissement en santé mentale. Merci beaucoup. Je suis très heureux de communiquer dans ce premier forum. C'est un vrai plaisir et je suis vraiment extrêmement heureux aussi que les premiers secours en santé mentale prennent de plus en plus de place en France. Et je pense qu'ils vont prendre une place même considérable petit à petit. Et mon seul rêve depuis un certain nombre d'années, c'est de toucher le grand public avec la question de la santé mentale. Alors effectivement, le confinement, la question de la crise sanitaire ont attiré l'attention de toute la population et des pouvoirs publics sur cette dimension-là, qui était à prendre en compte. Et c'était une des raisons de ne pas reconfiner en janvier 2021. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit sursaut en faveur de la santé mentale, mais il y a quand même encore un des intérêts très importants. Et donc, nous devons nous appuyer sur les secouristes pour faire passer les messages et pour que toute la population se sente concernée, parce que la santé mentale, c'est d'abord un capital qu'on doit préserver. Ce ne sont pas seulement les troubles de santé mentale, mais c'est la possibilité de vivre bien pour chacun d'entre nous. Et c'est le risque également que ça se dégrade pour chacun d'entre nous si nous sommes soumis à un stress, comme nous l'avons été lors du premier confinement, du deuxième, du troisième, et de toutes les restrictions que nous avons vécues. Vous faisiez allusion à ce livre qui retrace ce premier confinement. Effectivement, c'était un événement marquant pour nous tous, un événement mondial. Et vraiment, si ça peut laisser une trace en faveur de la santé mentale, j'en serais très heureux. Il faut savoir que, effectivement, la santé mentale, c'est la gestion d'une bonne santé mentale, des déterminants qui sont communs entre la population générale et les personnes qui sont les plus fragiles, enfin les personnes non fragiles dans la population générale et les personnes fragiles dans la population générale, qui sont au nombre de 20%. La santé mentale, les troubles de santé mentale, c'est 20% d'entre nous. Donc, dans la salle, vous voyez, ça fait beaucoup de monde aujourd'hui. Donc les déterminants sont les mêmes pour avoir une bonne santé mentale et pour éviter que nous tous ayons un mal-être, enfin un bien-être plutôt qu'un mal-être, ou que ceux qui sont malades puissent repasser dans le bien-être ou dans un mal-être moins sévère, il faut agir sur les mêmes facteurs. Ça, c'est très très important. Et j'ai beaucoup insisté, on en a parlé lors des dernières traductions des manuels des premiers secours en santé mentale, sur cet aspect-là extrêmement transversal, parce que si on saute tout de suite à la question de la maladie, on décourage une bonne partie de la population qui ne se sent pas concernée, qui ne se rend pas compte qu'elle a une chance sur 5 ou un risque sur 5 dans sa vie d'être touchée pour elle et puis pour chaque personne autour d'elle. Donc en fait, elle a 100% d'être confrontée à des troubles de santé mentale, mais elle ne veut pas le voir. Elle est dans le déni. Et ça, c'est quelque chose qui est encore extrêmement généralisé et qui concourt d'ailleurs à la crise de la psychiatrie à laquelle nous nous confrontons actuellement, avec un manque considérable de psychiatres dans nos hôpitaux, des milliers de psychiatres et des dizaines de milliers d'infirmiers. Donc une crise qui a été aggravée pour les infirmiers par effectivement la gestion de la pandémie. Mais pour les psychiatres, c'est simplement les départs à la retraite de ceux qui ont été formés en grand nombre dans les années 80 avec des effectifs actuels qui ne les remplacent pas. Donc il faut susciter les vocations et s'intéresser à cette belle spécialité. Et pour ça, il faut que tout le monde s'y intéresse, donc toute la population, et à travers les premiers secours en santé mentale, vous avez de quoi faire passer des messages extrêmement positifs de manière très large. Donc je vous suis reconnaissant d'avance pour tout ce que vous pourrez dire en faveur de ça, qui vont à l'encontre de la stigmatisation, non seulement des troubles mentaux en général, mais aussi de la profession et de tout ce qui concerne la santé mentale. Moi, j'ai toujours été frappé par des infirmiers qui avaient honte de dire qu'ils travaillaient dans un établissement de santé mentale parce qu'ils habitaient dans un village, que c'était mal vu. Donc je pense qu'on a vraiment de quoi aller au-delà de ça, parce que maintenant on essaie de traiter bien les gens. Mais j'en viens au sujet de mon intervention, la question du rétablissement.
Donc, il y a eu vraiment, dans les dernières années, un changement de paradigme. C'est le terme consacré, qui n'est pas bien joli, un néologisme qu'on a sorti il y a quelques années, qui ne veut pas forcément dire grand-chose. Enfin, un terme qu'on a ressorti, ce n'est pas vraiment un néologisme, mais un terme qu'on a ressorti, qu'on a réactualisé. En réalité, c'est un changement de prise en compte, enfin, de modalité relationnelle avec les patients et d'attente par rapport à, enfin, d'apport plutôt qu'on souhaite leur fournir. C'est-à-dire qu'on se centre maintenant sur eux, dans une approche qui considère leur vie comme étant extrêmement importante et la qualité de leur vie comme étant ce qu'on vise principalement et que les soins doivent permettre de restaurer, plutôt que dans une approche centrée sur la maladie, sur la diminution des symptômes et paternaliste où les psychiatres et les professionnels de santé mentale savaient mieux que les personnes ce dont elles avaient besoin. On a complètement renversé la perspective, on s'est appuyé sur les pères aidants, des personnes qui ont été malades, qui se sont établies, qui se sont formées. On s'est appuyé sur vraiment un changement de nature des modalités relationnelles entre nos patients, parce que pour nous, ce sont des patients, et nous, psychiatres. Et vraiment, cette approche orientée rétablissement, elle change énormément les choses. Elle a redonné de l'espoir à toutes les personnes qui avaient des troubles sévères. L'UNAFAM, qui est l'association des familles de patients qui ont des troubles psy, s'en est emparée. Et c'est vraiment quelque chose qui a permis à la spécialité de redémarrer. Je dis la spécialité parce que ça concerne avant tout les personnes qui ont des troubles psy, les professionnels qui s'occupent des personnes qui ont des troubles psychiques, et les aidants. En fait, ce sont les trois catégories de personnes qui sont évidemment concernées au premier chef. Mais là, il est temps que cette approche orientée rétablissement, elle aille au-delà de ces trois catégories. Il est temps qu'elle passe chez les secouristes et qu'elle passe dans la population générale. Donc, c'est important que vous ayez la notion de ce que peut être le rétablissement. Donc, si je veux résumer un petit peu les choses, enfin vous dire les choses de manière très simple, le rétablissement, c'est une qualité de vécu définie par la personne qui a des troubles psychiques, qui considère qu'elle est suffisante pour vivre bien. Ça veut dire que c'est la personne elle-même qui définit ses propres critères pour une vie satisfaisante, pour un vécu intime satisfaisant, et non pas une définition objective par des professionnels. Ça, c'est ce qu'on appelle des critères de rémission, des critères de guérison. En psychiatrie, nous avons affaire à des troubles sévères qui souvent s'inscrivent dans la durée et nous n'avons pas de critères qui sont très valables pour toutes les personnes. Et nous n'avons pas de guérison, ça s'inscrit dans la durée, et même pour les rémissions, les critères ne sont pas des critères de qualité en termes de vécu intime. C'est pour ça qu'on se remet maintenant plutôt à ce que la personne nous apporte, et c'est là qu'on parle de rétablissement. Donc la guérison, vous voyez, c'est objectif, c'est défini par le médecin. La rémission, c'est objectif, c'est défini par le médecin. La différence entre les deux, c'est que dans la guérison, il y a une disparition définitive des difficultés. Vous guérissez de la grippe, vous guérissez d'un cancer quand vous êtes à distance, quand vous a opéré, qu'il n'y a plus du tout de risque de récidive, etc., etc. En réalité, en psychiatrie, vous avez plutôt une rémission des hallucinations grâce à la prise d'un traitement antipsychotique, pour parler d'un trouble sévère comme la schizophrénie. Mais ce n'est pas parce que vous avez une rémission, que vous observez, vous, en tant que professionnel, une rémission, que le patient va se sentir rétabli. Certains patients ont encore beaucoup de symptômes et se sentent rétablis, d'autres ont peu de symptômes, ne se sentent pas rétablis du tout. Donc il est plus intéressant finalement de s'intéresser au rétablissement, sans laisser de côté la rémission des symptômes, parce que les symptômes, il faut souffrir très fort un certain nombre de personnes. Mais en tout cas, on ne peut pas se contenter de considérer la question de la rémission, mais il faut aussi aller vers le vécu intime, la conviction intime que le patient, du patient, qu'il se sent mieux, qu'il se sent suffisamment bien pour affronter sa vie. Ça, c'est ce qu'on appelle le rétablissement. Quand on parle de rétablissement, donc on s'en remet à sa perspective à lui. Et quand on est dans un modèle pluridimensionnel du rétablissement, un petit peu plus complexe, il y a ce qu'on appelait la rémission, ça devient le rétablissement clinique. Ce qu'on appelait avant le rétablissement, c'est le rétablissement personnel défini donc, par la personne elle-même. Et puis vous avez le rétablissement fonctionnel, qui est la capacité à affronter les situations de la vie quotidienne. Pour un modèle le plus simple possible, mais un petit peu plus sophistiqué que celui du simple rétablissement, il faut considérer ces trois dimensions. Rétablissement clinique, c'est le rétablissement, la rémission des symptômes. Rétablissement personnel, c'est ce qu'on cherche avant tout, c'est que la personne se sente bien. Et rétablissement fonctionnel, c'est lui donner la capacité d'affronter la vie quotidienne pour qu'elle puisse se sentir rétablie. Donc il y a un lien très fort entre le rétablissement personnel et le rétablissement fonctionnel. Alors on peut raffiner le modèle en rajoutant plus de dimensions, aller plus loin dans ses explications. Mais je pense que c'est pas ça le message aujourd'hui. Le message, c'est que même si on a un trouble sévère, comme une schizophrénie, comme un trouble bipolaire, même si on a un trouble du spectre de l'autisme, même si on a un trouble de personnalité borderline sévère, on peut se rétablir, on peut s'inclure socialement. Il y a toujours de l'espoir. Et ça, c'est le message d'espoir, enfin, c'est le message positif qu'il faut faire passer à la population et qu'il faut faire passer aux secouristes quand on les forme. Voilà ce que je voulais vous dire très succinctement. On m'avait demandé de parler un quart d'heure. Je pense que je dois être à peu près au bout et je suis disponible pour un petit peu de discussion si c'est possible. Merci Nicolas Franck.
qui souhaite réagir, poursuivre, porter contradiction sur l'usage du terme de rétablissement, dont on a bien compris qu'il s'agissait à la fois d'un processus, c'est très long, mais aussi une double perspective, la perspective de la personne souffrant de troubles mentaux et aussi la perspective du soignant. Et qu'au fond, ce que vous dites, c'est que cette question du rétablissement, elle est avant tout une question profondément subjective, même si on peut l'objectiver dans une autre étape de ce processus, mais elle est avant tout très subjective. Moi j'avais peut-être une question. Est-ce que ce terme de rétablissement, c'est commun dans d'autres univers, dans d'autres pays, ou bien c'est une particularité de l'approche française? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas une particularité de l'approche française. Peut-être la particularité de l'approche française, c'est de lier la notion du rétablissement à celle du pouvoir de décision et d'action et l'utilisation de certains outils de la réhabilitation psychosociale pour y parvenir. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait spécifiquement en France quand on a développé le réseau de réhabilitation psychosociale. Mais l'approche orientée rétablissement, elle vient avant tout du mouvement des usagers, et ce sont les usagers nord-américains qui se sont révoltés contre les conditions d'hospitalisation dès 1946. C'était des gens qui sortaient de l'hôpital psychiatrique, où ils ne s'étaient sentis pas bien traités, qui se réunissaient et qui petit à petit ont formé la Fountain House, la maison de la Fontaine, qui était le premier clubhouse, et il y a eu tout un mouvement qui s'est constitué autour de ça. Donc c'est plutôt de là-bas que c'est parti, et c'est venu tardivement en France. Cette notion de rétablissement, elle est assez tardive. Elle est entrée dans les textes publics seulement en 2017 avec le décret sur le projet territorial de santé mentale. Et après, vous avez eu l'instruction des GOS du 16 janvier 2019 sur la réhabilitation psychosociale, qui s'est complètement centrée sur des soins de réhabilitation psychosociale pour favoriser le rétablissement. On ne peut pas définir le rétablissement quand on est professionnel de santé mentale, mais on peut placer les personnes qu'on accompagne dans des conditions qui sont le plus favorables à ce qu'ils se déploient. Merci. Alors, une première question, Je pense qu'il est ouvert, oui. Ici. Ah. C'est bon? Oui. Juste une question. Je n'entends rien du tout. Vous n'entendez pas? Si, c'est bon. Juste une question par rapport au rétablissement. Oui, ça y est. C'est bon. Donc là, on parle finalement d'une crise de mal-être qu'on peut être amené à prendre en charge en tant que secouriste. Il me semble aussi que la personne qui est en situation de mal-être parfois très intense, qui nous pousse à intervenir, va pouvoir aussi dire des choses sur l'origine de son mal-être qu'il est important aussi d'être capable d'entendre. Et je pense notamment à l'inceste. L'inceste qui fait peur à beaucoup de gens et qui, on le sait, est une des premières causes ou une grande cause de mal-être et de crise intense. Donc, aujourd'hui, on parle de Covid-19, on parle de burn-out, on parle de mal-être au travail. Mais est-ce qu'on peut parler d'inceste ? Ben oui, bien sûr, on peut en parler. Tous les traumatismes, toutes les agressions sont des facteurs effectivement de mal-être, d'entrée dans des difficultés psychiques et psychiatriques. Donc, bien entendu, quand il y a des éléments de réalité, il faut les traiter. Et voilà. Il faut conduire les personnes, porter plainte, bien sûr. Voilà, mais c'est aussi, parfois, il peut y avoir une difficulté à recevoir cette parole de victimes d'inceste qui disent « voilà, je vais mal parce que j'ai subi des violences sexuelles intrafamiliales ». Et pour la personne qui reçoit ces paroles-là, ce n'est pas forcément simple. Et du coup, justement, cette parfois incapacité à recevoir la parole d'une victime qui parle, n'est-elle pas justement un frein à son rétablissement et à une bonne gestion de la crise qu'elle est en train de vivre? D'où ma question, est-ce qu'il n'est pas aussi important de former les secouristes à des thématiques comme celle-là qui restent très tabous et qui pourtant sont très réelles et très présentes? Il faut juste distinguer deux choses. Quand on parle de rétablissement, on parle d'un processus qui est long. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est souvent sur des mois et des années. Donc, ce n'est pas le fait d'écouter quelqu'un une fois qui va l'aider à se rétablir. Ça peut effectivement être un point clé, mais vous ne pouvez pas être certain que ça va avoir un effet majeur sur la personne. Il faut plutôt être dans des conditions d'écoute qui permettent de soulager la personne parce qu'elle partage et lui permettre de s'engager dans des soins ou l'aide qui lui sera nécessaire dans la durée. Parce que souvent, c'est très complexe.
quand il s'agit de facteurs traumatiques comme ça, il faut surtout lui permettre de s'en remettre à la personne qui l'aidera sur ce plan-là. Je pense qu'en tout cas, il ne faut pas mélanger les deux. Si vous êtes secouriste, vous vous aidez, vous orientez, vous apaisez dans l'instant, vous recevez la parole et vous êtes là pour gérer des crises. Vous n'êtes pas là pour gérer les facteurs de fond. Donc là, il faut renvoyer sur les personnes qui peuvent le faire. Parce que sinon, vous allez tout mélanger, vous n'allez pas aider la personne, vous allez vous embarquer dans quelque chose que vous ne contrôlerez plus. Donc il faut vraiment rester très rationnel, distinguer les niveaux en termes de temps, en termes d'impact, et savoir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Mais bien sûr qu'il faut écouter, bien sûr qu'il faut rassurer. Je pense qu'il ne faut pas paniquer, il faut être capable d'entendre des choses comme ça. Les traumatismes, la plupart des personnes qu'on voit en psychiatrie, ou vous allez en voir vous aussi, en ont subi, des agressions diverses et variées. Donc il faut pouvoir les entendre. Il ne faut pas penser tout résoudre en une seule séance. Ça, ce serait illusoire. Donc ce serait pas forcément sain, ou alors ça vous entraînerait dans des choses qui seraient trop lourdes pour vous. Donc je pense qu'il faut surtout que vous soyez capable d'orienter les personnes vers le réseau, l'association, parce qu'il y a ça, des associations de victimes, il y en a plein dans toutes les villes de France. Il faut les orienter vers ces associations-là. Et s'il s'agit de soins, et là, il faut orienter vers des soins psychologiques, parce que la simple écoute en un entretien ne suffira évidemment pas. Là, on est parti sur des dizaines, des centaines ou plus de séances de psychothérapie. Pour supporter quelque chose comme ça, c'est bien trop difficile. On ne peut pas imaginer que ça va se faire à brève échéance. Merci. Est-ce que une autre... Pardon, je n'ai pas vu. Allez-y, vous avez le micro. C'était en complément de ce que vient de dire la personne juste devant moi. C'était en complément, donc par exemple, il y a des associations comme le Colosse au pied d'argile, etc., qui œuvrent déjà dans ce sens pour libérer la parole, justement, des personnes qui ont été victimes d'inceste ou d'agression à caractère sexuel, quel que soit le milieu où ça s'est passé. Merci pour ce complément fort utile. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Moi, je me permettrai une dernière question, professeur Franck. Dans ce que vous décrivez de cette perspective de mal-être et de la notion de rétablissement, je m'interrogeais, mais je suis totalement béotien sur la question. Je me demandais si cette question de rétablissement, d'une certaine manière, la notion même de rétablissement, elle doit être énoncée, elle doit être portée par la personne qui souffre. Ou bien est-ce que les accompagnants médicaux doivent être promoteurs ou doivent être d'une certaine manière engagés dans une perspective de rétablissement? Parce que, pour le dire plus simplement, à quel moment la personne qui souffre peut être prête à être engagée dans une démarche de rétablissement, ou bien est-ce que les personnels accompagnants, dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, pourraient griller les étapes en considérant que cette personne est prête à être rétablie? Et ce que vous disiez, il n'y a pas vraiment de critères objectifs. Donc j'imagine que c'est une notion très complexe à établir pour dire, voilà, on est rentré dans un chemin de rétablissement. Ben oui, en fait, si vous voulez, c'est pas dichotomique. En plus, c'est très progressif, le rétablissement. Donc, en fait, les personnes doivent dire elles-mêmes si elles sont plus ou moins rétablies. C'est vraiment pas du tout à nous, secouristes ou psychiatres ou infirmiers en psychiatrie ou n'importe quel professionnel, ni même père aidant. C'est juste la personne qui peut le dire si elle est plus ou moins rétablie. Nous, on n'a rien à dire là-dessus. Par contre, on peut porter un message d'espoir en disant vous êtes susceptible de vous rétablir. On connaît des gens qui ont les mêmes difficultés que vous qui se sont rétablis. C'est ça le message important. Mais c'est un message général. Le message subjectif, on ne peut pas le porter. On n'est pas compétent pour dire si quelqu'un qui est en face de nous est rétabli, parce que ça, c'est dans son intimité psychique. Et est-ce qu'il y a des signes qui vous permettent d'identifier que le rétablissement ne peut pas être entendu par la personne qui souffre de ces troubles? Est-ce qu'il y a des indicateurs, vous avez des signes qui vous laisseraient entendre qu'il est trop tôt pour engager cette démarche de rétablissement? Mais la démarche de rétablissement, c'est la personne qui l'engage. Nous, on n'a rien à engager du tout. Nous, c'est un discours général qu'on doit tenir, un discours d'espoir. Mais quand la personne est dans ce qu'on appelle la phase moratoire, c'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte qu'elle a des difficultés, qu'elle ne s'investit pas dans son traitement, parce que là, on parle de troubles sévères, on ne peut pas se passer de traitement, vous allez pouvoir lui parler de rétablissement tout que vous voulez, ça ne changera rien. L'important, c'est de pouvoir passer la parole au bon moment. Mais là, on est dans des processus au long cours, on n'est pas dans la question du secourisme, on est dans la question d'être par rapport à quelqu'un qui souffre beaucoup, de ne pas céder au désespoir, de ne pas céder à des paroles pessimistes,
et de rester étayant. Enfin, c'est ça la vraie question pour un secouriste. Mais le rétablissement, il faut juste le connaître comme principe. Mais on n'a pas plus à faire que ça, que de savoir que ça existe, et qu'il y a des gens pour s'en occuper, qu'il y a des méthodes, et que ça peut se produire à n'importe quel moment pour des raisons qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'il y a effectivement des circonstances médicales qui vont favoriser le rétablissement. Médicamenteuses, non médicamenteuses, on y a fait allusion tout à l'heure, mais il y a des circonstances de vie qui le favorisent également. Et la parole du secouriste positive, pleine d'espoir, elle peut être favorable au rétablissement. Ça peut laisser une trace dans l'esprit de la personne, même si elle s'en souvient 2 ans, 3 ans, 10 ans plus tard. Donc c'est ça qui est important de savoir, c'est de rester positif. Toute parole pessimiste est mal vécue par les personnes et les tire vers le fond. Donc il faut combattre tout pessimisme, tout renforcement négatif. Si on veut aider les gens, il faut être positif. Je crois que c'est d'excellentes paroles pour terminer cette table ronde. Merci. Merci à vous et encore 1000 excuses pour ce retard de prise de parole. Merci. Au revoir. Bonne fin de congrès. Bonne fin de forum. Au revoir.